Bonsoir. Eh bien, bienvenue. On va passer une petite heure ensemble ce soir. Et la masterclass est enregistrée, mais comme j'ai communiqué, je garderai seulement les parties où moi j'interviens. Voilà, comme ça, vous êtes libre de pouvoir prendre la parole si vous le souhaitez. Et ça ne sera pas mis dans le replay. Voilà, donc juste pour la confidentialité, comme c'est un thème plutôt intime, je voulais que vous vous sentiez à l'aise, tout simplement. Ok, alors on va commencer et aujourd'hui on va parler donc de dépendance affective. Euh, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? On va parler de ces mécanismes pour comprendre comment elles fonctionnent. Et puis je vous parlerai de ces 4 étapes qui pour moi me semblent indispensables pour avancer et se libérer de ces chaînes-là qui nous empoisonnent souvent la vie, qui empoisonnent les relations auxquelles souvent on tient et dont on n'arrive pas à se sortir de conflits simplement parce qu'on a des blessures qui nous amènent à être dans cette dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est que la dépendance affective. Comme ça, on va comprendre de quoi on parle, on va déjà se mettre d'accord là-dessus. Et puis, on va voir comment, pourquoi on en souffre. Qu'est-ce qui vient déclencher ce mécanisme et comment on peut en sortir en 4 étapes. Et ensuite, en dernier point, et si on recommençait aujourd'hui? Alors j'ai écrit ça comme ça parce que on va comprendre que finalement, on n'a pas toujours été dans la dépendance affective et comment on peut revenir à cet état dans lequel on a tous et toutes déjà été et dans lequel, il n'y avait pas d'enjeu de dépendance affective dans la relation. Comment on peut revenir à ça et comment on peut recommencer sainement, sur des bases saines, dès maintenant? Mmh? En une petite introduction, voilà, je voulais simplement dire que c'est vrai que la dépendance affective, c'est un terme qu'on entend partout depuis quelques années, depuis pas très très longtemps. Et ça peut être un terme un peu en vogue, un peu une étiquette dans laquelle on se met, parfois un peu maladroitement. Euh, mais il faut savoir que c'est aussi le reflet de notre époque, de notre société. La dépendance affective est la première cause de séparation en tant qu'elle fait ressurgir des émotions compliquées à gérer dans les relations, comme la jalousie, l'amertume, la frustration, le manque de compréhension, une mauvaise communication. Et tout ça fait que quand on n'a pas les outils pour faire face à ces émotions, eh bien, bien souvent, la relation s'arrête. Et c'est le mal de notre ère moderne parce que si on reprend un petit peu l'historique de comment a évolué le couple, euh, les générations passées, je parle de même il y a à peine 50 ou 60 ans, le couple était basé sur la transmission d'un patrimoine, sur la construction d'un foyer. Souvent, il y avait une entreprise familiale, voilà, et on travaillait autour d'un projet commun qui n'était pas forcément l'amour. Aujourd'hui, tout ça a bien changé et voilà, c'est très bien. Les femmes travaillent, elles sont indépendantes. Il y a plus, la cellule familiale a explosé, si bien que la transmission, elle est plus très importante et on a basé le couple sur l'amour. Et c'est merveilleux, mais en soi, c'est juste pour comprendre que c'était pas comme ça avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les couples sont beaucoup plus fragiles parce que l'amour, on va le voir après, tel qu'on le comprend généralement, c'est quelque chose de très fragile. Et donc, évidemment, un couple qui repose sur quelque chose de fragile, quand on n'est pas outillé, eh bien, ça tient pas longtemps, hein. Voilà, donc c'est aussi le reflet de cette société moderne dans laquelle on est. Et c'est une source de conflit et de malaise profond, évidemment, parce que quand bien même il n'y a pas les mêmes enjeux qu'auparavant, quand on se met en couple, qu'on construit notre vie pendant plusieurs années, eh bien, il y a des enjeux quand même qui sont importants, surtout s'il y a des enfants, s'il y a
voilà, toute la construction du foyer, quand la relation est mise à mal, bah, tout est remis en question et ça, c'est pas facile, en plus de l'aspect émotionnel à gérer. Ça va, ça vous parle tout ça? Vous aviez déjà réfléchi à ça, au fait que c'est vrai que le couple, est basé aujourd'hui sur l'amour, ce qui n'était pas le cas auparavant et donc c'est peut-être pour ça qu'on parle aujourd'hui plus de la dépendance affective, de de l'hypersensibilité, de tout ce qui fait, défaut un peu dans la relation. Alors qu'est-ce que c'est la dépendance affective? J'ai mis une cigarette parce qu'on parle quand même de dépendance. Pour vous, les caractéristiques de la dépendance affective, c'est quoi? Quand je vous dis dépendance affective, vous pensez à quoi? Que ce soit en termes de problématiques ou heu, de d'émotions, de de situations, de difficultés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous voulez répondre dans le chat, vous pouvez aussi prendre la parole si vous le souhaitez. C'est vrai qu'une des caractéristiques, principales dans la dépendance affective, c'est qu'on est tout le temps en quête, de preuves d'amour. On a besoin de sentir que l'autre, nous aime. C'est exactement ce que Claire disait et c'est comme si c'était jamais assez. On est comme un panier percé qui fait que, quelles que soient la tension que l'autre finalement, finit par nous donner, ça s'ancre pas, hein. Ça ne s'installe pas et ça nous comble jamais. Du coup, quand on souffre, de dépendance affective, on est constamment dans un sentiment d'insatisfaction et de vide. Mmh. En attente permanente de signes de l'autre. Exactement, c'est ça, c'est ça. Autre chose, c'est que la solitude est insupportable et vous l'avez aussi dit, c'est tellement insupportable, de rester avec soi. De rester avec soi, parce qu'on n'a jamais appris à l'être, mais aussi parce que dans cette solitude, on pense à ce que fait l'autre et pourquoi l'autre n'est pas là et pourquoi l'autre qui n'est pas là n'a pas besoin d'être avec nous et est-ce que l'autre, aurait envie d'être, avec nous et hein, donc il y a tout ce brouhaha mental aussi, qui s'installe, qui rend la solitude vraiment insupportable. Et du coup, comme la solitude est insupportable, eh bien, on va éviter de se retrouver avec soi-même. Donc, on est constamment occupé, on va tout le temps chercher à faire quelque chose. On se donne rarement du temps pour juste être, pour ne rien faire, juste apprécier d'être avec soi-même. C'est hors de question, ça nous vient même pas à l'idée. Du coup, on est dans la frustration avec nos attentes, absolument. Frustration et attente, ça va ensemble, c'est vrai, Betty. Alors du coup, bah, ça, c'est aussi une des caractéristiques. Comme c'est difficile d'être seul, eh ben, on est toujours en couple. Parce qu'on a toujours besoin d'être, de compter pour une personne. Parce que le sentiment d'exister vient à travers le regard de l'autre. Mmh. Donc, il y a toujours ce besoin d'être en couple et quand une relation se finit, eh bien, on trouve vite un ou une «remplaçante» entre guillemets, hein. On va chercher vraiment la présence. Du coup, on a des difficultés évidemment à gérer une séparation où là, bah, c'est vraiment la la catastrophe, le tsunami émotionnel, on n'arrive pas à gérer, on est confronté à un tas d'émotions, très difficiles, et donc pour éviter de rester trop longtemps dans cette, difficulté à gérer la séparation, on va toujours, se remettre, en couple le plus vite possible, hein. Vous voyez? Finalement, on va pas vraiment choisir, on va être plutôt assez laxiste sur, les critères de la relation. Finalement, on ne choisit pas vraiment son partenaire ou sa partenaire. L'important, c'est de ne pas rester seul. Un autre, point qu'on retrouve souvent, c'est que c'est difficile de prendre des décisions, de prendre ses propres décisions et ça va avec ce que vous disiez, c'est lié au fait qu'on n'a pas confiance en soi, donc on n'a pas confiance non plus en ses décisions et puis aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter nos besoins et donc bah, quand on ne sait pas ce dont on a besoin, on n'arrive pas à prendre des décisions. C'est aussi simple que ça. Une autre, facette de la personnalité, quand on est dans une dépendance affective, ça peut être l'impulsivité qui est liée, comme le disait, Betty, à, bah, la frustration. Parfois, ben, on peut être vraiment
dans la réaction disproportionnée. Et puis, on est dans une idéalisation de la relation, hein. On n'est pas face à la réalité. Et pourquoi on est dans ce perfectionnisme de la relation? Parce qu'on n'a pas envie de faire face au conflit, on n'a pas envie d'être, face à la possibilité d'une éventuelle séparation. Donc on va essayer de faire en sorte que tout soit au carré, que tout aille bien, que l'autre soit complètement satisfait, hein. Il n'y a pas d'espace pour, négocier, poser ses propres besoins, poser ses limites et cetera. On cherche le plat, on va pas chercher les vagues parce on n'a pas envie de se laisser, abandonner. Et puis une autre manière d'incarner la dépendance affective, c'est l'évitement aussi, hein, ou la peur de l'engagement ou parce que, en fait, on a tellement peur d'être confronté à des émotions compliquées à gérer, bah, que pour éviter ça, on va tout simplement être dans l'évitement de la relation, dans l'évitement de la rencontre pour éviter d'être justement, stimulé, que quelqu'un vienne nous chercher à cet endroit-là. Voilà. Si vous voyez d'autres choses que vous pourrez rajouter, on peut être en dépendance affective en évitant les conflits. Oui. Alors c'est une question, Yves? Ou c'est une en tout cas, je suis assez d'accord. On peut être en dépendance affective en évitant les conflits. D'ailleurs, en général, on évite les conflits quand on est en dépendance affective. Ouais, oui, c'est une question, OK. La peur de ne pas être capable, seul. Ouais, eh oui. Donc ça, on voit quand on est dans la peur de ne pas être capable seul, ça parle de, de ce manque de confiance en soi et du coup, on cherche à maintenir, la relation pour pas être confronté à ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut, arrêter les séparations, qu'il faut arrêter les relations quand on est dans la dépendance affective, mais on parle bien, voilà, des peurs, hein, qui est-ce que le bien-être des enfants accentue la dépendance? Est-ce que le bien-être des enfants accentue la dépendance? Ah, c'est une super question. Line, je la garde de côté cette question, parce qu'on va en parler, dans très peu de temps. Est-ce que le bien-être des enfants accentue la dépendance? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Heu, est-ce que, si les enfants heu, sont bien, est-ce qu'ils vont être dépendants de nous? Voilà, c'est ça, hein? C'est comme ça que je l'entends. Si tu veux me confirmer que c'est bien ça, comme ça j'y répondrai un petit peu plus tard. Alors du coup, qu'est-ce qui se cache derrière la dépendance affective? J'ai fait cette slide parce que, voilà, il y a, dans la vie, tout au long de notre existence, certains paramètres qu'on va, développer pour pouvoir nous épanouir, croître et ça, ben, il y a l'estime de soi, donc dont vous avez déjà parlé, la connaissance de soi, c'est-à-dire la compréhension de nos propres mécanismes, la sérénité qui est aussi quelque chose qu'on va pouvoir, amener dans notre vie à travers certaines pratiques et puis l'intelligence émotionnelle qui est la capacité à rationaliser l'émotion pour, justement ne pas en être dépendant et pouvoir apporter une réponse dans la relation qui ne soit pas de l'ordre de la réaction. Et puis la sécurité intérieure qui a aussi à voir finalement avec la confiance en soi, mais aussi avec la confiance en l'autre et on va le voir. Et donc, bah, quand on arrive, alors ça c'est dans l'idéal, mais quand on n'arrive pas vraiment à être dans cette ligne-là, il peut y avoir des déséquilibres et là on peut avoir un manque de confiance en soi, on peut être heu, face à de l'hypersensibilité, l'hypersensibilité au sens que, c'est pas que c'est mal d'être hypersensible, au contraire, mais c'est, pouvoir en faire une force, voilà et ne pas, la sentir comme quelque chose qui nous exclut de la société ou des relations, mais vraiment en faire une force. Or, bien souvent, quand on se dit hypersensible, c'est que ça veut dire on n'est pas en capacité de gérer nos propres émotions, qu'on est dans les débordements et qu'on n'arrive pas à sentir la justesse, hein. Ça peut être aussi la peur de l'abandon, la solitude, l'attachement insécure, voilà, tout ça qui vient, finalement se cacher derrière la dépendance affective et qui dépend finalement de tous ces paramètres
d'estime de soi, connaissance de soi, sérénité, intelligence émotionnelle, sécurité intérieure qu'on va pouvoir développer au fur et à mesure de notre existence. Et donc, vous voyez, finalement, dans la dépendance affective, il y a un espèce de sac où on met beaucoup de choses dedans. Je voulais, voilà, vous dire ça déjà. La dépendance affective, c'est bien d'en parler, mais c'est surtout, pas pour se mettre une étiquette, de laquelle on va pas se sortir, mais plutôt, ça peut être une porte d'entrée pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc vous ne vous arrêtez pas à la dépendance affective et on va le voir ensemble, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière pour pouvoir avancer. Parce que le problème des étiquettes, c'est souvent on se dit: «Bah, voilà, je suis hypersensible» ou «Je suis, je suis dans la dépendance affective» ou «Je suis, hyperactive» ou et puis voilà, ça reste comme ça et on n'en fait pas grand-chose. Sauf que vraiment, moi, je vous invite à aller un petit peu plus loin que ça et à voir que finalement, il y a beaucoup de choses, heu qui peuvent être très différentes les unes des autres, hein, derrière, notamment la dépendance affective. Donc ça peut être une faible estime de soi, ça peut être lié à de l'anxiété, donc ça peut être vraiment lié à une période de notre vie, ça peut être lié à un traumatisme, ça peut être lié à un épisode dépressif, ça peut être lié à une personnalité, borderline, ça peut être lié à une carence affective, à une peur de l'abandon, ça peut être lié à une maladie mentale ou plusieurs maladies mentales, bah, de l'ordre de la psychose ou voilà, de la bipolarité, et tant d'autres. Ça peut être juste lié à un stress, ça peut être lié à de l'hypersensibilité émotionnelle, ça peut être tout simplement lié à de la jalousie. Alors est-ce que quand je suis jalouse, je suis dans la dépendance affective? Et est-ce que si je suis dans la dépendance affective, je suis forcément jalouse? Voilà, ou jaloux? C'est des questions, voilà, qu'il faut vraiment se poser, essayer de comprendre, voilà, dans quelle situation vraiment ça vient me toucher, voilà. Qu'est-ce qui est vraiment compliqué à gérer pour moi? Donc, quand on parle de dépendance affective, de quoi on parle exactement? Pour le savoir, on va regarder quelle est la cause. Mais d'abord, est-ce que la dépendance affective est une maladie, d'après vous? Mmh. Je me suis renseignée pour savoir si effectivement la dépendance affective était enregistrée en tant que maladie mentale dans les manuels médicaux, hein, qui sont destinés aux professionnels médicaux. Et donc, j'ai vu que elle n'est pas décrite, explicitement dans les manuels médicaux de psychiatrie ou qu'on appelle, DSM-5 ou le CIM-10, qui est la classification internationale des maladies. Par contre, on parle de troubles de la personnalité dépendante, mais, on ne parle pas de dépendance affective et dans le trouble de la personnalité dépendante, quand j'ai regardé, vraiment les symptômes et cetera, et j'ai même lu que finalement ça concernait que 1 à 2 de la population. C'est quand même, une maladie, très profonde, plus que ce qu'on imagine quand on parle aujourd'hui de la dépendance affective, où là, on a besoin de la présence de quelqu'un, pour nos gestes même quotidiens, pour choisir nos vêtements, pour, prendre n'importe quelle décision, d'un acte quotidien. Donc c'est vraiment une affection mentale qui est caractérisée par un besoin persistant, et excessif, d'être prise en charge tout le temps, et avec, une anxiété complètement démesurée à l'idée d'être seule et d'être sans la personne, quand bien même elle nous a pas quittés, mais qu'elle est juste partie, faire quelques courses ou travailler. Donc là, c'est pas vraiment, j'imagine que c'est pas ce dont on parle généralement quand on parle de dépendance affective, surtout que là, a priori, ça touche que 1 à 2 de la population, alors que la dépendance affective telle qu'on en parle, aujourd'hui et qu'on a pu la décrire ensemble, avant, on a l'impression que ça touche, 80 des adultes. Donc voilà, je dirais non, ce n'est pas une maladie, en tout cas, pas au sens, de trouble de la personnalité dépendante, mais ça reste quand même une dépendance. Et quand on parle de dépendance, on parle de quoi? On parle d'un besoin. Quand il y a dépendance, c'est-à-dire qu'il y a un besoin. Il y a besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour garder notre équilibre, hein. Une dépendance affective et l'affection, c'est quoi? Et l'affection, bah, c'est la relation. Affecter, c'est un mot qui vient du latin, qui dit avoir, un effet sur.
Mmh. D'ailleurs, affection, j'avais un ami, un vieux moine ermite qui habitait dans le rocher de Roquebrune, dans le sud de la France, qui disait que l'affection, c'était une maladie. Parce que quand on parle, d'une affection, on ne parle pas forcément de l'amour, qu'on a pour une personne. On parle, d'une affection aussi en tant que maladie. Donc c'est intéressant, en tout cas, de comprendre le mot affection comme quelque chose qui a un effet sur, et quand il y a un effet sur, on est dans une relation, hein. Il y a quelque chose qui nous relie à l'autre. Donc voilà, je vous propose cette compréhension de la dépendance affective qui est un besoin de relation. Mmh. On va voir qu'il y a, un juste milieu au niveau des, mmh, des critères, voilà, qu'on met en place dans la relation qui nous font, plus ou moins souffrir. Mais en tout cas, la dépendance affective, c'est quand on a besoin d'être en relation. On a besoin d'être aimé, de se sentir aimé. Besoin d'amour et de reconnaissance, c'est ça. J'espérais que non. Ben voilà, c'est bon, tu peux être rassuré, Yves. Donc, ce n'est pas une maladie. En tout cas, c'est très, très rare quand il s'agit d'une maladie et c'est dans vraiment des cas très, très poussés de dépendance. Alors, dans ce sens-là, est-ce que le besoin de relation est-il problématique? Vous allez me dire, ben non, évidemment, on a besoin de relation. Mais tout est lié à l'équilibre, comme je vous disais, entre l'épanouissement dans une relation et l'enfermement dans une relation. Et qu'est-ce qui joue là-dedans? Eh bien, c'est le lien d'attachement. C'est vrai. Choisir les bonnes personnes, mais ça, c'est pas évident. Parce que quand on est dans des troubles du lien d'attachement, on choisit pas toujours les bonnes personnes. En tout cas, on choisit pas les personnes qui nous pousseraient à changer notre vision du lien d'attachement. On va vers des personnes qui, font écho à notre, vision de la relation. Et quand on a une vision de la relation, bah, hem, déséquilibrée, où, on a un gros manque de confiance en soi, où on a beaucoup d'attentes dans la relation, bien, spontanément, on va se diriger vers des personnes, et bah, qui vont ne faire que confirmer ça. Mmh. Pourquoi on souffre de dépendance affective? Donc voilà, on a vu un petit peu ce dont on parlait, on s'est mis d'accord. J'espère que c'est plus clair pour vous sur ce qu'est la dépendance affective. Donc quand je parle de dépendance affective, je parle vraiment, du trouble du lien, d'attachement, avec tous les signes qu'on a vus, où on a besoin de l'autre, on n'arrive pas à exprimer nos besoins, où on a peur de la séparation, la peur de l'abandon, et cetera, tout ce qu'on a vu. Mmh. Il y a 2 raisons pour lesquelles, on a on souffre de dépendance affective, on va les voir. La première, c'est les liens d'attachement et je vais vous en dire quelques mots, et la deuxième, c'est notre conception de l'amour. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout va bien? Je vais pas trop vite? OK. Les liens d'attachement, c'est quelque chose, qu'on apprend tout petit, qu'on apprend quand on commence à rentrer en relation avec l'autre, donc quand on commence à sentir qu'on est un être individuel et qu'il va falloir être en relation avec l'autre pour que je puisse avoir mes besoins, comblés, hein. L'enfant, il pleure pour avoir, son à manger, donc il rentre en relation avec sa mère, ou avec les personnes qui s'occupent de lui. Donc ces liens d'attachement, ils se construisent tout jeunes et ils sont indispensables. On a fait des études sur, les animaux qui montrent que quand il y a pas, d'affect, qu'il y a aucun lien d'attachement, le cerveau, littéralement, se nécrose. Donc l'attachement à une figure qui va être une personne ressource, qui peut être un parent, un éducateur, peu importe, est indispensable. Qu'il le fasse, de manière, saine ou pas saine, de toute façon, il est indispensable pour un enfant qu'il se développe de s'attacher. Mmh? À quoi sert ce lien d'attachement? Il sert à se développer. Il sert à aller explorer le monde. Il sert à se sentir en sécurité dans cette relation avec cette personne ressource et du coup de venir y chercher, eh ben, du repos, du ressourcement, et cetera. Je le vois un peu comme, moi je fais beaucoup d'escalade et d'alpinisme dans ma vie
Et je vois vraiment ça comme, heu, le la corde qui vous tient. Vous voyez, quand vous grimpez, vous avez besoin d'une corde et c'est parce que vous savez que vous êtes tenu par la corde et que cette corde-là même est assurée par votre compagnon de cordée en qui vous avez confiance. C'est parce que vous avez cette sécurité-là que vous pouvez, aller, prendre des prises un peu plus, difficiles d'accès et vous aventurer, voilà, dans un terrain qui est, instable. Donc l'attachement, il est important dans ce sens-là. Quand on est enfant, on a besoin d'aller explorer le monde et en même temps de pouvoir savoir qu'on peut revenir pour, dans cette relation avec ce lien d'attachement pour se rassurer, pour se ressourcer, etc. Donc l'attachement, ne pensez pas qu'il ne faut pas être attaché, c'est ce on peut parfois entendre, euh, souvent même dans les milieux spirituels où il ne faut pas s'attacher. Non, l'attachement est très important. Par contre, il est parfois, pas toujours, sain ou sécure, on va dire. Un attachement, sécure, c'est quand, l'adulte, qui vous prend en charge, vous apporte de la disponibilité, de l'écoute, de la tendresse, de la clarté, de la bienveillance, hein. Il y a vraiment une espèce de maturité, une intelligence émotionnelle de sa part qui fait que vous vous sentez compris, accepté comme vous êtes et qu'il n'y a pas, de la part de cette personne ressource de réactions disproportionnées, ou malveillante. Mmh. Par contre, c'est pas toujours le cas, évidemment. On a tous eu des parents, plus ou moins, épanouis. C'est pas évident d'être parent, on fait comme on peut et nos parents ont eux-mêmes eu leurs propres, parents, donc ils ont leur propre bagage. Voilà, tout ça peut s'expliquer et c'est ce qui fait que, quand on est parent, on n'est pas toujours dans l'attachement, sécure. On peut être dans des problématiques, relationnelles, dans des blessures affectives qui font que l'enfant, il va développer un attachement insécure, hein. Et donc on parle de 3 types d'attachement. Il y a l'attachement insécure anxieux, où là, on est plutôt dans la peur de l'abandon, dans la recherche de l'affection, de l'autre. On va tout faire pour faire plaisir à l'autre, pour, avoir son amour en retour. Donc ça, c'est vraiment, quand on est dans la peur, dans l'anxiété de perdre le lien. Il peut y avoir l'attachement insécure évitant, où là, c'est quand nos émotions n'ont pas été, validées, elles ont été invalidées. C'est-à-dire, par exemple, «Pleure pas, tu pas mal» ou «Te mets pas en colère, il y a aucune raison», ou «Ne pleure pas parce que ne sois pas triste parce que c'est moi qui vais être triste, il y a pas de raison d'être triste». Voilà, donc quand on entend ça de la part de nos personnes ressources, eh bien, automatiquement, on va se couper de nos émotions. Et donc, quand on se coupe de nos émotions, on se coupe de la relation à soi, mais aussi à l'autre. Et puis, il y a le lien d'attachement insécure désorganisé, qui est un mélange des deux, anxieux, évitant. En fait, quand on est dans un type d'attachement comme ça désorganisé, eh ben, on a des réponses complètement disproportionnées et comment? Pas du tout, enfin inattendu, voilà. Souvent derrière ce type d'attachement insécure, il y a des gros traumatismes, hein. Il peut même y avoir parfois voilà, des maladies plutôt d'ordre psychiatrique. Voilà, donc ça c'est pour les types d'attachement insécures. L'important, c'est l'intelligence émotionnelle et l'important, c'est de comprendre que quel que soit le type d'attachement que vous avez développé enfant, ça se corrige, hein. Cette théorie de l'attachement, elle a été développée au début du XXe siècle, mais dans les années 90, heu, elle a été élargie, aux adultes. Voilà, donc on peut avoir eu, des liens d'attachement sécure enfant et puis, être tombé sur, des personnes plus tard qui nous ont fait tomber dans un autre type d'attachement insécure. Alors je regarde un petit peu le chat pour voir s'il y a des choses. À donner confiance, donner de donc ça veut dire que si la corde a pris du mou, on ne se sent pas en sécurité, donc là vient la dépendance. Eh bien, quand la corde a pris du mou, c'est pour nous aider.
il y a quelque chose de très subtil et de très fin dans cette écoute-là. Voilà, quand est-ce que je vais donner du mou? C'est-à-dire que je vais lâcher un petit peu, la personne pour, qu'elle puisse, voler de ses propres ailes, quand je sens qu'elle est en capacité de le faire. Mais en même temps, il y a toujours la sécurité derrière, hein, c'est on coupe pas la corde. Donc c'est ça qui est à développer et puis toujours rassurer l'autre en disant: «Voilà, je prends un peu de recul, je te laisse faire ça, je pense que tu en es capable, j'ai confiance en toi et en même temps, si tu as besoin, tu sais que je suis là». Donc là, c'est ça, on lâche du mou dans la relation et en même temps, bah, on donne l'opportunité à l'autre, bah, de prendre conscience de ses propres ressources. Mmh. La deuxième chose qui nous fait, passer dans la dépendance affective, c'est aussi l'intégrité. Oui, c'est ça, l'intégrité. L'intégrité au sens de l'authenticité, faire ce que l'on dit, oui, c'est ça. C'est ce qui permet d'avoir confiance en la personne, en l'adulte. Souvent quand on a développé des liens d'attachement insécures, ça c'est souvent quand, le parent, ne s'est engagé sur une chose et fait autre chose. Où là, bah, finalement, on se dit: «Bah, alors, sur qui, est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne ressource ou pas?» Donc c'est très important effectivement, de donner cette sécurité-là à l'enfant, de faire ce que l'on dit et quand ça se passe pas comme ça, de lui expliquer, pourquoi, hein. Mais toujours de préserver la confiance. La deuxième chose pour laquelle on tombe dans la dépendance affective, c'est la conception de l'amour. Alors, j'ai pris 5 croyances limitantes, sur l'amour que j'ai tirées un petit peu de tous les accompagnements, que je fais et parce que, ça prend quand même une grande majorité des personnes que j'accompagne sont face à cette, problématique-là et on va les voir une par une et vous allez me dire, ce que vous en pensez. La première, c'est: «Mon ou ma partenaire est au centre de ma vie». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser ça? Est-ce que ça vous semble juste? Et ça correspond au fait qu'on a tellement peur d'être abandonné qu'on va, combler les besoins de l'autre et s'oublier soi-même. Et on voit bien que ça fonctionne pas, hein, ça fonctionne pas comme le dit, Karine, c'est nous qui devons être au cœur de nos vies et la relation, hein. Quand on est dans une relation, il y a 3 entités, il y a moi, il y a l'autre et il y a la relation et on est au service de la relation. Ouais. Et en même temps, la relation n'est pas non plus au centre de notre vie. C'est parce qu'on va avoir, d'autres expériences. Alors je ne parle pas du polyamour, bien que j'ai pas forcément d'avis dessus non plus, mais je veux dire, c'est bien d'avoir, un cercle d'amis, d'avoir, des passions, de faire, des voyages, sans notre partenaire ou enfin de vivre des choses, dans son travail et cetera qui vont venir nourrir finalement cette, relation aussi. Hein, bien souvent, j'ai vu des personnes se mettre en couple et même dans mon entourage et s'enfermer en fait dans cette relation. Alors quand on a des enfants et cetera, ça prend beaucoup de temps évidemment, on a moins de temps pour le reste, mais j'ai vu des personnes qui et certainement vous en connaissez ou ça vous parle, qui ont tiré un trait sur les amis ou qui prennent plus le temps de se faire plaisir ou de faire, autre chose, voilà. Et ça, c'est problématique parce que finalement, ce qu'on vit ailleurs, vient aussi, nourrir notre, relation avec notre, compagnon ou notre compagne. Si on s'aime vraiment, on devrait se sentir amoureux, tout le temps. Alors ça, j'entends souvent parce que souvent les personnes disent: «Mais je sais pas si je l'aime, heu, parce que des fois oui, mais des fois non, je sens pas» et là, il y a une confusion. Il y a une confusion entre l'amour et le sentiment amoureux et la passion amoureuse. Mmh? L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est bien plus grand que ça. Et si on base l'amour sur le sentiment, évidemment, la relation ne va pas forcément, durer. Mais aussi, le sentiment amoureux, il a pas besoin d'être là tout le temps.
Si par exemple, je sors, courir, faire un peu de footing ou que je sais pas, je fais autre chose, je lis un bouquin, je vais pas me sentir amoureuse à ce moment-là. Mais est-ce que ça veut dire que je n'aime pas, mon compagnon ou ma compagne? Non. L'amour, il est toujours là, donc il y a pas c'est pas parce qu'on le sent pas qu'il est pas là, hein. Donc là, il y a souvent une confusion entre le sentiment et l'amour. Peut-être ça va vous faire réagir ce que je dis, donc vous pouvez intervenir évidemment à tout moment. Ça serait intéressant. L'amour n'est pas donné à tout le monde. Ça aussi, c'est une croyance qui fait que parfois on s'interdit d'être heureux en disant: «Bon, bah, c'est voilà, c'est juste pas pour moi». L'amour, il est partout. Il est partout, il est simplement, heu c'est comme une graine, vous voyez? Une graine, je sais pas, une graine de baobab. Si vous prenez la graine et vous dites: «Voilà, dans cette graine, il y a un baobab. Dans cette graine, il y a une vie incroyable qui peut vraiment, s'épanouir et devenir quelque chose de très grand». Et pour ça, il va pas falloir juste garder la graine dans sa poche, hein. Il va falloir y apporter tous les bons ingrédients. Et ben, c'est pareil avec l'amour. Il est là, mais on peut y goûter seulement quand on y met les bons ingrédients, hein. Donc est-ce que l'amour est-il donné à tout le monde? Oui et non. Il est là, donc oui, et en même temps non, parce que si vous y mettez pas les bons ingrédients, vous n'y goûterez pas. Mmh? Je ne devrais pas avoir besoin de l'amour de l'autre, dans le sens que je devrais être complètement autonome. On a besoin d'être aimé, de se sentir aimé, on a besoin d'aimer soi-même, hein, donc c'est quelque chose qui est indispensable, comme on l'a vu tout à l'heure, pour grandir. Mais quand il y a un attachement, sécure, voilà. S'il y a relation, il y a interaction, voilà. Sauf quand on est dans l'évitement. Et le problème souvent, c'est quand, on est dans la dépendance affective, on n'est pas vraiment dans l'interaction, ou en tout cas, on est dans une interaction où on est fermé dans notre carapace. Mais voilà, il y a besoin d'amour. Je peux grandir que si je suis en relation avec l'autre, si j'autorise la rencontre, si je m'ouvre à la rencontre et donc à l'amour. L'amour ne dure jamais, c'est aussi une croyance qu'on en qu'il y a, c'est-à-dire que, bah, voilà, ça dure pas, j'ai aimé cette personne, je ne l'aime plus aujourd'hui. Si vous avez aimé une personne et que vous ne l'aimez plus aujourd'hui, c'est que vous ne l'avez pas vraiment aimée. Je l'ai aimé, je ne l'aime plus, c'est pas que vous ne l'aimez plus, vous êtes blessé. Parce que si cette personne qui vous a blessé revenait vers vous, pas pour se remettre en couple, mais qui revenait vers vous et par exemple, vous présente ses excuses et que le conflit se désamorce, vous l'aimerez de nouveau, sans pour autant vous remettre avec, mais il y aura plus cette amertume, cette colère qui vous dit: «Je l'aime pas, je l'aime plus». Mmh. Donc la l'amour, il dure tout le temps, il est toujours là, mais seulement quand on est blessé, on se ferme à ça. Oui, quand on est blessé, ça fait mal, et quand, ça fait mal, et ben, on se ferme. Mmh. Voilà, donc ça, c'était pour les vous expliquer un petit peu les le pourquoi le pourquoi on tombe dans la dépendance affective, que ce soit par rapport au lien, d'attachement, que à la conception, qu'on a de l'amour. Parfois, on a des croyances qui nous limitent. Mmh. Je vais, parler des 4 étapes, pour s'en sortir, et pour faire ça, je me suis dit que c'était intéressant de vous parler d'exemples que j'ai tirés des accompagnements que j'ai menés, et voilà, donc je vais vous dérouler ça, et j'ai changé évidemment, le nom des personnes, hein. La première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a un souci. Quand on rentre en thérapie, c'est qu'on a conscience qu'il y a quelque chose qu'on veut changer. Je vais vous parler d'Aline qui a 39 ans, et ses partenaires finissent toujours par la quitter. Ses partenaires lui reprochent d'être à la fois, trop envahissante et trop fuyante, c'est-à-dire qu'elle était très en demande et à la fois parfois complètement, absente de la relation, et bah, du coup le challenge est trop difficile pour eux, ils finissent par la quitter, la relation se rompt. Donc là, on comprend qu'elle est dans un lien d'attachement
plutôt, plutôt les 2, hein, donc anxieux et anxieux et voilà, j étant lien désorganisé, c'est ça que je cherchais le mot, voilà. Elle est plutôt dans un lien d'attachement désorganisé, où elle est à la fois, dans l'anxiété et à la fois, dans l'évitement. Elle prend conscience pendant l'accompagnement que sa peur de l'abandon que c'est sa peur de l'abandon qui l'a conduit à reprocher intensément à ses partenaires, ses attitudes et ses comportements à son égard. Alors je ne sais pas si ça va être facile pour vous de si c'est clair, je ne sais pas si je l'ai écrit vraiment de manière très claire, vous me direz. Et du coup, c'est comme si dans ces relations, elle cherchait tout le temps la confirmation que, ben voilà, encore une fois, je vais être abandonnée. Et comme elle a cette croyance qui est ancrée en elle, et ben, elle va chercher ça chez son partenaire. Elle va chercher la preuve que ce que je crois, que je vais être abandonnée, va arriver. Vous voyez? Ça fait sens pour Mmh. vous? Prendre conscience de ça, c'est déjà commencer à désamorcer le processus. La deuxième étape, c'est de déposer ses souffrances. Donc quand on a, pris conscience de son fonctionnement, on comprend que finalement c'était un fonctionnement qui vient, nous préserver, de vivre des émotions, difficiles qui sont liées à des souffrances, hein. Donc il y a un moment donné, pour, changer ce fonctionnement, ces croyances, il suffit pas juste d'en prendre conscience, il faut aussi aller, rencontrer la souffrance qu'il y a derrière. Et pour, aller les rencontrer, ben, on a besoin d'aide pour ça. Souvent, on a besoin d'une écoute, d'un cadre sécurisant, d'un lien sécure dans lequel on va pouvoir explorer ces souffrances et du coup pouvoir les laisser, se dissiper. Je vais vous parler de Pascal qui a 51 ans et après, plusieurs burn-out, il est très, très investi dans son travail, très bon d'ailleurs, et il réalise qu'il a passé toute sa vie à se réfugier dans son travail pour fuir les relations, familiales et ça le rend triste. Heu, Ça le rend triste de voir que finalement il n'est pas proche de ses enfants ni de son épouse. Il a eu besoin d'une écoute bienveillante, donc qu'il a trouvé dans nos sessions pour ouvrir son cœur et déposer ses profondes blessures affectives. Il y a eu et notamment des traumas de l'enfance et cetera. Et finalement, quand il a beaucoup pleuré et cetera, il s'est, réconcilié avec ses émotions et il s'est autorisé à les vivre enfin. Donc là, vous voyez qu'on est dans un trouble, du lien d'attachement, plutôt évitant. Voilà, où il était complètement fermé à la relation parce qu'il voulait pas c'était trop dangereux pour lui de vivre ses émotions et d'ailleurs, il avait vite compris que dans son enfance, les émotions qu'il ressentait étaient jugées comme pas bonnes du tout par son entourage. Donc pour lui, il s'en était juste coupé et du coup, il s'est coupé de la relation. Et au fur et à mesure, eh ben, qu'il a pu déposer ça, il a grandi dans sa sécurité intérieure et il a osé petit à petit, c'était magnifique de voir ça, il a pu, voir qu'il s'engageait de plus en plus dans la relation avec ses proches. La troisième étape, c'est quand on a pris conscience, qu'on a déposé ses souffrances, alors là, on commence à pouvoir goûter à ce que c'est l'amour. Mmh? Parce qu'il y a moins de blessures et qu'on peut apprendre à s'aimer soi-même et aussi à se laisser aimer et aussi à aimer l'autre. Mmh? Donc là, je vais vous parler de Brune qui a 36 ans. Elle tombe toujours sur des hommes qui ne l'écoutent pas, qui la négligent et du coup, bah, elle se sent humiliée, elle a plus d'estime, d'elle-même. Elle cherche toujours à satisfaire les besoins de l'autre au point de s'oublier soi-même. Elle connaît pas du tout ses besoins, elle finit par en être malheureuse, donc elle me consulte. Et elle finit par réaliser que, bah, c'est pas une fatalité, c'est pas que les hommes, sont comme ça, c'est qu'elle a cette part d'elle, qui est, vif et qui est au centre, en fait, de sa personnalité et que, bah, du coup, c'est à cet endroit-là que les partenaires, la rencontrent et ce sont des partenaires qui rentrent en résonance avec ce fonctionnement-là. Elle pleure beaucoup et elle dépose au bout de plusieurs séances qu'elle a fini par être victime, qu'elle est plus jeune, elle a été victime de viol et ça a été, dramatique parce qu'elle a trouvé aucun soutien par rapport à ça
Et donc, elle a toujours vécu dans la honte. Elle reprend confiance en elle. Elle renoue avec cette partie d'elle qui était dans la honte et elle a guéri, hein. Et elle commence à réaliser que, bah, qu'elle mérite d'être aimée et qu'elle n'est pas que la honte et qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses dans sa personnalité et qui sont là et qu'elle peut laisser aussi croître. Et donc, elle sort de sa relation de couple actuelle et elle se crée déjà un environnement sécurisant pour elle. Et après quelques séances, bah, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus forte, sécurisée et elle apprend à écouter, respecter et poser ses propres limites dans la relation. Et donc évidemment, ces relations ont changé et elle a pu toucher à quelque chose de l'ordre du respect, de la considération et de la profondeur dans la relation. Et la quatrième et dernière étape, j'accélère un peu parce que je vois le temps. Voilà, j'espère que vous avez pas que vous n'êtes pas trop, que vous avez rien derrière, mais voilà, je pense qu'on va finir d'ici, 10-15 minutes si ça vous va. La dernière étape, c'est s'élever. Là, on part dans une, c'est vraiment, je trouve, quand on arrive à cette étape-là dans les accompagnements, c'est merveilleux parce que, ça débouche sur quelque chose de l'ordre de la spiritualité au sens pas religieux, mais au sens qu'on s'ouvre à quelque chose qui est plus grand que nous, hein, qui nous dépasse, qui est plus grand que notre système de pensée. Donc là, je vais vous parler d'Antoine qui a 38 ans. Il n'a jamais pu s'engager dans une relation de plus de 3 mois. Il veut changer ça parce qu'il a envie, en fait, de faire sa vie avec quelqu'un. C'est son désir, c'est son projet, mais il n'y arrive pas. Et il réalise que en fait, ça vient de lui et qu'au fond, il a peur, de ne pas être à la hauteur et de décevoir l'autre et c'est ce qui fait qu'il est dans la peur de l'engagement dans la relation, hein. Donc là, pareil, on est dans un trouble d'attachement plutôt, évitant. Il réalise qu'il est empli d'idéologies sur lui, sur les autres, sur l'amour, sur la vie et séance par séance et ben, on déconstruit ses croyances, voilà et pas par la moralisation, mais tout simplement en explorant voilà, à quoi elles servent ces croyances. Et là, il réalise que finalement, ces croyances, elles le coupent tout simplement de la réalité du moment présent. Il comprend que ces croyances sont là pour l'empêcher de s'ouvrir et de vivre ce qui émane de lui spontanément. Hein, il s'était coupé de cette authenticité, de cette vie et il apprend petit à petit, eh ben, à faire confiance en la vie. Vous voyez, c'est pas pareil. Il y a se faire confiance qui est important, on l'a vu dans les étapes précédentes. C'est important d'apprendre à se refaire confiance, mais après la confiance en soi, il y a l'étape de faire confiance en la vie. C'est autre chose. Vous voyez, quand je place la confiance dans la vie, c'est me dire que voilà, il y a personne qui est contre moi. L'univers entier, fonctionne, pour mon épanouissement et je me sens suffisamment armée, j'ai suffisamment confiance dans mes ressources pour pouvoir, bah, surfer là-dessus, surfer sur ce que la vie va me présenter. Donc voilà, il commence à développer cette confiance en la vie et il découvre une autre forme d'amour qui est bien plus profonde et bien plus engageante. En fait, il s'ouvrait à vivre bah, l'instant présent, il s'ouvrait à ce qui, à ce qui émanait dans la relation et ça peut parler du lâcher-prise, par exemple, mais vous voyez la profondeur qu'il y a derrière. Donc voilà, ça, ce sont les 4 étapes que je vois en fait dans souvent la plupart des processus thérapeutiques et qui, à mon sens, permettent de sortir de la dépendance affective parce qu'on va restaurer un lien d'attachement sécure par le biais de l'espace thérapeutique et puis on va travailler, bah, sur les blessures et sur les croyances. Voilà, je vais terminer sur, la dernière partie, sur est-ce qu'on peut recommencer, est-ce qu'on peut revenir à des liens sécures et est-ce qu'on peut changer ça aujourd'hui? Eh bien oui. Et donc là, ben, je vais vous parler de la manière dont je travaille et il y a des personnes parmi vous qui ont déjà suivi ce programme donc heu, voilà, mais je vais faire vite, ce ne sera pas trop rébarbatif pour vous. Mais le programme Bien avec soi, c'est la base, d'accompagnement avec laquelle je travaille et c'est un programme, qui va vous apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous aimer pour mieux aimer.
hein. C'est vraiment un apprentissage euh, en profondeur qui vient changer les bases euh, de de votre capacité à être en relation avec vous-même et avec les autres. Et en fait, dans ce programme, on reprend finalement ces 4 étapes où il y a une prise de conscience, on va déposer ses souffrances, apprendre à s'aimer, se laisser aimer et puis aimer l'autre et puis ensuite s'élever à quelque chose de plus grand qui est de pouvoir faire confiance, globalement à ce que la vie nous amène, hein, et à se sentir prêt à ça et curieux et enthousiaste, ça. Hein. C'est ça le bonheur, c'est d'être dans l'émerveillement de ce qui se passe et de lâcher le contrôle. Hein, voilà. Et donc, bah, ces 4 étapes, on les voit dans le programme grâce à une écoute de soi que vous développez. Voilà, dans les premières sessions, on travaille vraiment sur ça. Qu'est-ce que c'est que l'écoute de soi? Je vous donne des exercices pour ça. Vous avez des modules qui vous apprennent à clarifier vos propres fonctionnements. Il y a les sessions qu'on a ensemble qui sont bah, du coup un espace thérapeutique sécurisant dans lequel vous pouvez explorer bah, ce qui est difficile à confronter seul. Vous avez des exercices pratiques de lâcher prise. Il y a un coaching sur l'hygiène de vie que je fais de plus en plus, quelque chose que j'amène de plus en plus dans les accompagnements parce que la dimension émotionnelle est importante, mais il faut aussi avoir conscience que ce que vous mangez, les activités que vous faites, l'entourage que vous avez est aussi important à prendre en compte pour votre santé mentale. Et donc, bah, vous savez que j'ai un pied, voire 2 pieds dans l'Ayurveda, donc c'est des choses qui sont extrêmement essentielles, hein, et que je vous apporte aussi. Et on parle aussi des aspects philosophiques de l'existence. Vous avez pu le voir là un petit peu ce soir. Je m'inspire de la sagesse de l'Inde, évidemment, puisque j'y vis 6 mois de l'année, et puis de la sagesse de la psychologie occidentale de Carl Rogers. Donc, le programme Bien avec soi, c'est un programme de 3 mois d'accompagnement personnalisé où on a nos rendez-vous. On a aussi une conversation par WhatsApp, voilà, tous les jours, si vous le souhaitez. Je me rends vraiment disponible. C'est 12 semaines de cheminement avec des modules vidéo, des méditations guidées hebdomadaires et je vous amène, voilà, petit à petit, au fur et à mesure, vers une écoute de plus en plus fine de vous-même et de vos fonctionnements. Et en même temps, eh ben, on explore ce que vous vivez en parallèle avec vos proches et on dénoue tout ça ensemble, hein, grâce aux séances individuelles en visioconférence. Ce que vous apprenez à travers ce programme, bah, c'est de comprendre et gérer bah, vos attentes dans la relation, de restaurer donc un lien, comme on l'a dit, d'attachement sécure avec vous et les autres, de comprendre ce qui se joue parfois dans nos paradoxes. Hein, parfois, on comprend pas, on ne sait pas ce qu'on veut. Bah là, on va vraiment mettre la lumière là-dessus, clarifier ce qui est important pour vous, ce qui va vous permettre bah, de prendre des décisions qui sont justes et arrêter de tourner en rond dans la tête. Quand l'esprit est clair, les décisions sont justes et simples. Voilà. Et vous allez surtout aussi apprendre à prendre soin de vous et de vos relations. Ça, c'est le projet. C'est ce que vous allez pouvoir apprendre avec ce programme. Alors, il y a 2 formules. Il y a une formule sans rendez-vous en visioconférence et une formule avec des rendez-vous, 6 rendez-vous de psychothérapie. La première formule, elle est à 285 €. La deuxième, avec les rendez-vous en visioconférence, elle est à 780 € et vous pouvez aussi payer en 3 fois. Pour les personnes qui se sont inscrites à la masterclass, eh ben, voilà, je vous offre ce soir une réduction pour vous permettre d'accéder à ce programme si vous ne l'avez pas encore fait et si ça peut vous aider à sauter le pas. Voilà, c'est quelque chose que je fais une fois par an. Ça va durer une semaine et donc bah, jusqu'à la semaine prochaine, je vous offre une réduction qui vous fait passer le programme de 780 € à 624 €. Donc ceci jusqu'à jeudi soir prochain à minuit. Et avec ce tarif, vous pouvez aussi bénéficier de la possibilité de payer en 3 fois sans frais. Donc ça revient à 208 € par mois pendant 3 mois. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez directement aller sur le site. Vous allez voir, il y a l'onglet accompagnement et là, vous trouverez tous les détails de la, du programme. Hein. Vous allez recevoir par mail un petit code réduction qui va vous permettre de bénéficier de cette,
de cette ristourne, voilà, ce petit cadeau que je vous fais ce soir. Voilà, j'en ai terminé. Finalement, j'ai beaucoup parlé. Je suis, je voulais quand même laisser du temps, donc je vais arrêter le partage d'écran. Vous avez toutes mes coordonnées, là, vous pouvez m'écrire par mail si vous souhaitez. Heu, Si vous avez envie, qu'on parle de ce programme que, voilà, vous savez pas trop si c'est fait pour vous et cetera, vous pouvez me contacter, on peut échanger ensemble, il y a pas de souci. Donc je voulais prendre un petit peu de temps quand même pour répondre à vos questions. Si vous avez envie de partager, des choses. Faut d'abord savoir s'aimer avant d'aimer les autres. Je suis un peu mitigée quand même là-dessus. Évidemment, c'est important de savoir s'aimer parce que si on s'aime pas soi-même, on goûte pas à ce que c'est l'amour et en même temps, c'est aussi dans la relation à l'autre qu'on apprend, aussi à parfois à aimer, mais si on est dans une relation, épanouissante et sécure pour le coup. Parce que sinon ça serait trop triste de se dire, «Il faut d'abord que je m'aime avant d'être en relation». Et il me semble que c'est quand même les 2 à la fois, voilà. Si on peut faire ce travail en parallèle, c'est merveilleux. C'est encore plus merveilleux quand on peut faire ce travail, et qu'on est déjà en relation avec, une personne sur le plan, amoureux et qu'on se tient la main aussi dans ce c'est pas donné à tout le monde évidemment, mais de pouvoir grandir là-dedans dans une relation, c'est chouette. Voilà, je vous souhaite, une belle, soirée. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez pu avoir quelques éléments de clarification et des clés pour continuer à avancer. C'est jamais fini et moi aussi j'avance aussi sur ce chemin, de l'amour et ça me passionne. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle pas en tant qu'experte, du tout, mais vraiment, en tant que oui, thérapeute accompagnante, mais voilà, je chemine aussi personnellement et je trouve beaucoup de réponses à travers les relations dans lesquelles je suis engagée, à travers, la sagesse de l'Inde aussi qui me nourrit, beaucoup, la les écrits philosophiques qui parlent aussi beaucoup de l'amour et j'ai beaucoup de joie à vous partager, tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié ce moment. Mmh. Bah, on a hâte alors. Oui, merci beaucoup, gros bisous. Je vous embrasse Gros bisous. fort. Prenez soin de Merci. vous. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.